Bonjour, bon réveil sur la matinale de la télévision nationale en période de vacances. Merci de nous préférer pour démarrer votre journée, une journée qui s'annonce bien chargée, bien entendu, avec les équipes de la parenthèse qui sont déjà affairées pour vous faire passer un bon moment de télévision. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec tous les chroniqueurs. Vous aurez donc de la variété thématique cette matinée pour le compte de la parenthèse de ce jeudi 18 août 2022 qu'on démarre comme toujours avec de la bonne humeur. On retrouve dans la minute de l'humoriste web béninois Axel Merrill. C'est qui? C'est ma copine, celle que je vais marier. À quoi? J'ai pas entendu. Faut répéter. C'est elle que je veux. Tout ce qu'on lui a donné, c'est ça qui nous amène comme enfant. Tu veux épouser ça. Qu'est-ce qu'elle a sur le bras même? C'est un tatouage. Pardon? Un tas quoi? Un tas quoi? C'est un tatouage. On te donne tout et c'est une délinquante que tu nous amènes à la maison. Et ce n'est même pas petit tatouage. Serpent, chimpanzé et léopard. C'est comme ça, elle va venir nous dominer dans la maison. C'est ça que tu veux. C'est elle ta femme. Tourne-toi. Moi, comment dire? Tu vois ça? Tu vois? Ça, c'est la qualité. Maman, c'est elle que je veux. Il répond. Je te parle et tu réponds. Hey! Assieds-toi là-bas. Lève-toi. Ça, c'est quoi? C'est ce que je gagne par jour. Par jour. Par jour, oui. Ton salaire. C'est ça. Par jour. Tout ça par jour. Par- Lève-toi. Lève-toi quand je te parle. Tu veux Oui. boire quoi? Juste. Va lui prendre du jus là-bas. Prochainement, c'est elle ta patronne. Faites vite. Dis oui, madame. Dis oui, madame. Dis oui, madame. Ma fille. Bienvenue dans la famille, hein? Ah. Tu es la bienvenue ici. Ah. J'aime son tatouage. Je te jure, moi aussi j'aime ça, hein. Tu vois? Ah, je te jure, c'est beau. Ça, c'est la qualité même. C'est pourquoi? Ça, c'est quoi, papa? Mais c'est les marques raciales, c'est dans notre famille. J'ai fait ça la dernière fois. C'est pourquoi on l'a validé. Ou bien, C'est ça. ça va ensemble. Regarde, c'est beau. Très beau même. Ah, ma fille. Tu fais doucement avec ma voiture.
C'est quoi ton problème, Jojo? C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Tu sens pas? Ah ouais, c'est vrai. Axel? 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 Tu n'es pas là. Toi, tu sais que d'habitude, quand j'attrape les filles là, je ne les connais pas. 1, 2, 3, jusqu'à 5, toi seul. Non mais toi tu es mon frère. Vous connaissez d'où? C'est mon mec. Comment ça c'est mon mec? C'est mon mec. Je suis puissant. Il faut que j'utilise ça. Je sais que les Ça fait 2 ans que je sors avec lui, ça marche. Mais c'est lui. Non, c'est lui en fait. Mais vous savez avec qui? Ah, c'est parce qu'ils sont morts. Attends, ils ne sont pas allés. Et puis quoi? Oh mon gars, tes poussins va se défouler un peu. Et toi? Yes. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Hey! Oh Seigneur, merci, on peut Viens Oh toi. mon Dieu, merci. Ma fille! Y'a ça! Comment ça la chance? Je suis pas une chauve. Non, c'est quoi ton problème? Je te dis de lâcher ça. Oh merci. Oh mon Dieu, merci, enfin. Personne qui le donne, mon gars. C'est quoi ton problème, Jojo? Tu sens pas? On se dit, arrête dedans. C'est ma maman qui m'a. Tais-toi là-bas! Maman! On avait dit quoi ça? Il me semble là-bas. Un peu quand même, hein. Ça cadeau. Non, ça y a pas dans ça cadeau. Donnez-moi un peu. Donc vous l'avez pas venu me sauver, c'est Gaba qui vient de manger. Elle a osé comparer le gars avec le gars. Je suis dépassé. Sacrilège. On va faire un peu de trucs avant de tomber. Donc toi, ça va tomber là. Ça va tomber là. Ouais. C'est bon? 3, 2, 1, action. Tu es prêt? C'est bon? Hey, Adam, fais quoi ton coup là? Toi, inquiète-toi. Ouais. C'est bon? 3, 2, 1, action. Aïe! Putain! Je veux faire pas ça. Ça va en vidéo. 1, action. Attends. C'est bon. Ah, tu t'es en retard. Voilà, c'était Axel Merrill plutôt dans un style et un scénario américain ce matin. Merci à l'humoriste web qui nous accompagne sur la parenthèse et qui a donné son accord donc pour ces capsules d'humour chaque matin. On va poursuivre cette émission maintenant. On va replonger dans notre culture africaine avec Ézéchiel Jacob qui est déjà en plateau avec moi. Avec lui, nous allons passer en revue quelques parades de grand-mère, quelques interdits de grand-mère et on va comprendre tout ceci avec son invité. C'est parti donc pour notre rubrique parade de grand-mère.
Parade de grand-mère, c'est cette rubrique sur la parenthèse, comme je le disais, qui passe en revue souvent les interdits de grand-mère, de grand-père aussi, pourquoi pas. En tout cas, tout ce que nous avons entendu étant petits, tout ce qui nous a un peu éduqués aussi d'une manière ou d'une autre pendant notre enfance auprès des grands-parents. Il y avait toujours de ces interdits dont on ne comprenait pas forcément pourquoi on nous refusait de faire tel ou tel, mais avec le temps, on commence par comprendre un peu, avec également la rubrique Parade de grand-mère que va animer ce matin Ézéchiel Jacques. Ézéchiel, bonjour. Bonjour Bruno, mesdames et messieurs, bonjour. Coach Samson, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme Bruno l'a dit, Parade de grand-mère, c'est une rubrique qui passe en revue les interdits de grand-mère ou de grand-père, tout ce qu'on nous disait quand on était tout petit. Mais aujourd'hui, grand-mère, ce dont on va parler dans Parade de grand-mère de ce jour, c'est un acte que plusieurs personnes banalisent, mais que grand-mère nous a interdit. C'est le fait de passer au milieu de deux personnes quand ils causent. Dites-nous pourquoi. Merci. Je pense déjà qu'au-delà de tout, même si grand-mère n'interdisait pas cela, ce n'est pas normal de prendre pas le milieu de deux personnes qui sont en train de causer, même si ces deux personnes sont debout ou bien même si c'est en plein mouvement. D'abord, c'est un manque de respect. Ça de façon naturelle, si on ne doit d'abord pas tenir compte de ce que grand-mère dit. Mais au-delà de cela, lorsque vous avez deux personnes qui viennent à vous, il y a la grand-mère aussi qui dit qu'à force de prendre pas le milieu de deux personnes, vous risquez d'être père de jumeaux. Ça, c'est un. Vous savez, il y a des gens qui l'aiment, qui aiment quand même être papa jumeau, comme on m'appelle le rotor chez nous. Dans le même temps, il y en a qui ont peur. Du coup, ça, c'est le premier aspect. Un autre aspect, c'est par rapport aux vibrations, aux énergies. Vous savez, lorsqu'il y a deux personnes qui causent et que vous devez prendre part à leur milieu, déjà, les deux gèrent une énergie, une vibration, mais vous, qui êtes la troisième personne, le fait de vouloir prendre part au milieu, c'est comme si vous voulez les séparer. Donc, en termes de vibration, ce n'est pas bon. Ils vont se dire, vous les séparer, peut-être qu'il y a une affinité, peut-être que c'est des parents, peut-être que c'est des amis. Donc, par ce simple geste, ça peut causer une séparation. Du coup, vous allez souvent constater que ces deux personnes, souvent quand même si c'est par réflexe, on interdit ou bien ils se prennent par les mains pour empêcher que vous ne preniez pas le milieu. Alors, vous êtes en train de parler des vibrations oui. Quand deux personnes causent. Quand elles causent, il s'agit concrètement de quel genre de vibration? Oui, vous savez déjà le fait qu'il y a, là déjà, lorsque nous sommes ici, nous parlons des vibrations, il y a des énergies, nous dégageons des énergies. Du coup, ça dépend du contenu de la discussion. Il y a des vibrations très fortes, il y a des vibrations, en tout cas, c'est une question de degré. Mais lorsque vous voulez, on est en plein débat, si on suppose qu'il y a un fou qui entre ici, il doit couper un certain nombre de choses. On ne pourra plus continuer avec notre discussion. Donc, c'est en quelque sorte. Mais en termes de vibration, c'est encore plus loin, puisque ça va au-delà de tout ce qu'on peut penser. Parce que quand on dit vibration, on dit énergie, on dit spirituel, on dit beaucoup de choses à ce niveau. Du coup, ce n'est pas bien. Ou bien, c'est l'intéressé même, c'est-à-dire la troisième personne qui veut prendre part le milieu, qui est doté de mots, comment on appelle, d'un esprit malin, et son objectif, en réalité, c'est de faire du mal. Et là, grand-mère aussi dit de faire attention. Ou bien, ce sont les deux personnes qui veulent quand même tout faire pour que la troisième personne passe par le milieu. Bon, ça, c'est des cas rares. Soit ces deux personnes sont dotées d'un esprit malin et veulent perturber la personne qui est en train de venir quand même à elle. Donc, voilà un des aspects. Un autre aspect qui, bon, ça semble un peu banal, c'est que lorsque vous tentez, vous forcez de prendre part le milieu, c'est que automatiquement vous avez une idée derrière la tête, soit c'est une agression que vous voulez. Donc, quand vous insistez, on peut porter peut-être un coup parce que la personne va vouloir se défendre. Vous voyez, donc ça c'est banal, mais ça aussi
un sens. Puisqu'on ne peut pas forcer de passer par le milieu de deux personnes si vous ne vous connaissez même pas. Alors n'est-ce pas une manière déguisée d'apprendre aux enfants comment respecter les personnes âgées? Oui, c'est ça, je dis dès le départ. Déjà, même si grand-mère ne dit rien, c'est pas normal que tu trouves deux personnes en train de discuter, ou même s'ils sont debout, de vouloir nécessairement prendre par le milieu. Donc, c'est une manière, je suis d'accord, de dire, attention, il faut respecter les personnes âgées, pas seulement, mais il faut respecter les gens lorsqu'ils sont en pleine communication. Il ne faut pas les perturber, parce qu'on ne t'a pas invité. Mais parfois, vous savez, c'est tellement compliqué, parce que tu vas vouloir passer et il n'y a vraiment pas de la place. Et tu es obligé de passer au milieu de deux personnes qui causent. Comment on peut gérer en ces genres de situations? On peut s'annoncer, c'est possible de s'annoncer? Non, même lorsque vous venez même à ces deux personnes, elles doivent comprendre. Puisque c'est un truc, d'abord si c'est un Africain, les Béninois, c'est des Béninois et tout, on comprend. On peut se prendre par les mains, les deux peuvent se prendre par les mains, et laisser le passage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se séparer, mais il faut se prendre par les mains, l'autre viendra derrière, c'est-à-dire que l'un derrière l'autre. Ou bien la personne qui vient, oui, peut s'annoncer, bon, certes, ou bien il peut appeler, il peut s'annoncer. C'est une manière aussi de dire, je viens, je peux, et ils ne vont jamais accepter. C'est bizarre, c'est un réflexe, on n'accepte pas tellement, on nous a dit, c'est pas seulement ce genre de choses que grand-mère dit, il y a tellement de trucs, du coup c'est ancré dans la mémoire, c'est gravé, et on agit directement comme ça. Alors, est-ce que c'est forcément deux personnes âgées qui causent, ou forcément deux petites personnes, je ne sais pas si je peux le dire, deux enfants par exemple qui causent? Oui, vous savez, le respect, ce n'est pas seulement à l'endroit des personnes âgées. Lorsque vous rentrez par exemple dans une maison et vous rencontrez, même si le petit bébé ou bien le bébé, l'enfant qui est en train de ramper, même s'il n'y a personne sur la cour et vous devrez aller devant, il faut parler à l'enfant. Parce que même si physiquement il ne réagit pas, il y a un esprit qui est quand même en cet être-là. Donc le respect n'est pas nécessairement lié aux personnes plus âgées que soi. Non. Alors aujourd'hui, et quel est le constat? Aujourd'hui, dites-nous un peu. Oui, il faut avouer que beaucoup, surtout les jeunes ne font vraiment pas attention à cela, ils s'en fichent, et ils sont prêts à tout. Et c'est quand ça devient, ou bien ça tourne au vinaigre, qu'ils se rendent compte que, attention, ils ne devraient pas avoir tel comportement, que c'est un manque de respect. Mais déjà, au début, ils vont vouloir forcer, par exemple, et imaginer ce qui peut se passer derrière. Le problème, grand-mère a dit, bon, donc il faut plutôt, ce qui est conseillé, c'est de rappeler ces personnes-là, ces jeunes, à l'ordre pour dire, attention, peu importe, ce n'est pas seulement parce que c'est des personnes âgées, peu importe leur âge et tout, ce n'est pas bien, il faut bien se comporter, il faut demander avis avant de passer par le milieu des gens. Et en termes de conséquences, est-ce que c'est à des conséquences, des répercussions sur l'être? Si. D'abord, ça a plusieurs. Il y a de façon naturelle, on peut t'agresser, on peut t'infliger une correction, ça peut te donner autre chose. Maintenant, il y a l'aspect spirituel. Parce que grand-mère, souvent, quand grand-mère dit les interdits de grand-mère, ce n'est pas des trucs quand même simples. Ce n'est pas un truc à banaliser, ça a souvent un aspect spirituel, il y a un aspect spirituel qui est derrière cela. Donc, les conséquences, j'ai dit tout à l'heure que c'est une question de vibration, c'est une question d'énergie. Lorsque tu fais du forcing et tu passes, tout ce que tu dois retrouver ou bien rencontrer ou recevoir, tu payes, c'est une conséquence. Et peut-être, ça peut être automatiquement, peut-être, ça peut être des années plus tard, de toute façon. Un jour viendra où tu vas te rendre compte, où tu auras la chance de découvrir que, attention, il y a eu telle situation parce que tu avais il y a quelques jours, il y a quelques années. Donc, il n'y a rien derrière, il n'y a rien sans conséquence, qu'elle soit positive ou négative, il y a toujours des conséquences derrière tout acte que nous posons. On va le dire, hein, que c'est en quelque sorte des déviances sociales qu'on rencontre, qu'on constate généralement chez les jeunes aujourd'hui, cette manière de faire. Oui, c'est clair. Et c'est pourquoi il faut éduquer. Il faut éduquer tous les jours. Et quand on dit éduquer, ce n'est pas nécessairement avec le bâton. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est déjà de l'éducation qu'on est en train de donner, c'est des enseignements qu'on est en train de donner, de prodiguer. Donc, c'est important de le rappeler. D'abord, dire aux parents que dès le bas âge, de commencer par le dire. Lorsqu'il y a les occasions se présentent, de le répéter
puisque ça ne sert à rien de manquer de respect à son semblable. Ça ne sert à rien. On ne gagne d'ailleurs rien. Bruno, c'est tellement une question pour vous, mais avant, que doit-on retenir concrètement en termes de leçons de vie? Oui, comme leçon de vie, il faut apprendre à d'abord respecter, tenir compte de ce que, de tout interdit, d'abord. Deuxième chose, il faut apprendre à se respecter. Parce que lorsque vous avez déjà ce respect pour vous, ça s'impose à vous de respecter autrui. Bon, c'est ce que je peux dire, apprendre à se respecter pour avoir quand même la force de respecter ton semblable. Alors, tenir compte de tout interdit et respecter les autres et soi-même. Oui, c'est très important. Oui, de tenir compte. Parce que même si pour soi-même, vous savez, la pensée, c'est un fait. Je l'avoue, lorsque tu le mets dans ta tête, tu te dis, attention, si je pose tel acte, ça aura telle répercussion sur ma vie, automatiquement, ça aura des effets sur ta vie. Maintenant, si toi, à ton niveau, tu te dis, bon, moi, je ne suis pas du même avis que grand-mère. Grand-mère a dit, pour elle, ça fait son problème. Je ne voudrais pas prendre ça comme une pensée pour que cela ait des effets sur moi. Même si c'est le cas, la société n'est pas toi. Ce n'est pas ce que toi, tu penses, que nécessairement tous les êtres humains comme toi vont penser. Les semblables ne sont pas comme toi. Du coup, toi, tu sais que ça n'aura pas d'effet sur toi. D'ailleurs, tu as la possibilité d'annuler tout, même si cela arrivait par inadvertance. Mais ce n'est pas une raison pour... Mais ce n'est pas une raison, parce que l'autre n'est pas peut-être encore arrivé à ce niveau. Oui. C'est une question d'état de conscience. Donc, il ne faut pas faire du forcing, il faut respecter ce que la société a dit. Même si toi, tu sais que ça n'aura pas d'effet sur toi, il faut respecter. Du coup, il faut éviter, ça ne sert à rien. Très bien, on a retenu cette leçon. Il ne faut pas passer au milieu de deux personnes qui causent. Bruno, c'est tellement une question pour vous? Non, je pense que tout est clair, tout est une question de logique même sur cette question. On ne peut pas décider de passer entre deux personnes qui discutent. C'est pas courtois et c'est pas bienséant non plus de prendre part deux personnes qui sont en train de discuter, parce que on sait que les discussions, si les deux se sont mis un peu à part l'écart pour discuter, c'est que c'est un peu intime, c'est que c'est un peu personnel. Donc c'est pas en passant, vous pouvez piquer un ou deux mots et voilà sur des affaires qui ne vous concernent pas, ça ne fait pas surtout, bien. Et en plus vous interrompez, je pense, la discussion des gens, ce qui n'est pas bien. Allez, merci coach, merci d'être venu. C'est moi. Allez Bruno. Merci beaucoup à vous, Ezekiel Jaco, et on remercie également Samson Aholopé, c'est bien ça? C'est ça. Ah, d'accord. Ce n'est pas Aholopé, c'est Aholopé. C'est Aholopé. Je commence par me rattraper petit à petit. Alors, vous savez, demain, le monde entier célèbre la journée mondiale de la photographie. C'est ce métier-là qui est si proche de nous. Dans la presse, c'est un métier de presse également. C'est des personnes extrêmement importantes pour le monde et pour également la captation des événements et pour l'immortalisation des événements dans nos vies. C'est vraiment un métier à part. C'est un ancien nouveau métier, moi je l'appelle souvent, parce que c'est un ancien métier, mais aujourd'hui il est en train de renaître sous une autre forme avec également l'évolution des technologies, de l'information et de la communication. Et en prélude donc à cette célébration de la journée internationale de la photographie, j'ai un invité que je vais recevoir dans un court instant. On va parler avec lui de ce qui se prépare donc dans le cadre des manifestations donc de cet événement. Les photographes sont tous mobilisés donc pour célébrer le 19 août. Ça va être demain. On va marquer une courte pause et on va recevoir sur ce plateau Didier Passassi, photographe professionnel. Voilà, il est photojournaliste professionnel également. Il est sur tous les grands événements sportifs de ce monde. Il va nous parler un peu de son expérience, mais aussi de ce que représente cette journée de la photographie et comment les photojournalistes béninois préparent cette journée. À tout à l'heure. Aujourd'hui. C'est dedans. Le Bénin qui s'est qualifié au tir au but. Il a amené la paix dans la famille du football. Il a eu moi mon soutien parce que ce n'est pas un tricheur. Dans un décor de cartes postales, les jeunes pousses seront biberonnés à la pratique du football. Mon rêve, c'est de devenir footballeuse professionnelle. J'y crois vraiment grâce à la Fédération béninoise de football. Allez vous positionner là-bas pour presser. On y va. Farida, tu n'as pas de place. Positionne-toi là-bas. C'est une belle dynamique qui est lancée. On note la brillante
qualification de nos juniors à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On revient encore avec ces juniors pour aller à la CAN. C'est une très bonne chose. J'ai pris le temps de comprendre, de connaître. L'ORTB, pas sans vous. Annie, regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Tiens. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Et voilà donc, retour en plateau pour la suite de la parenthèse avec, comme je vous le disais, mon invité Didier Kwasasi. C'est un, on va dire photojournaliste ou journaliste professionnel. Vous préférez quoi? Les deux. D'accord, donc photographe professionnel et photojournaliste, il est là en prélude donc à la célébration de la journée mondiale de la photographie. Vous savez que tous les 19 août de chaque année, donc la photographie est à l'honneur à travers le monde et en voilà un qui exerce, on va dire, ce métier si noble, cet ancien nouveau métier comme je l'appelais. Didier Kwasasi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, demain, le monde entier va célébrer la journée mondiale de la photographie. Parlez-nous un peu de cette journée. Pourquoi célèbre-t-on la photographie? La question, la réponse a été donnée déjà parce que depuis 2 jours, le Bénin est rentré réellement dans la fête de la journée mondiale de la photographie. Nous sommes à la 94e édition et c'est 6 ans, après 6 ans où le Bénin a compris qu'il fallait rentrer dans la danse pour commencer par fêter et commencer par organiser les manifestations. Donc depuis 6 ans, le Bénin a commencé par organiser les manifestations de la journée mondiale de la photographie. D'accord. Et quand on parle de la photo, quand on parle de l'art photographique, quand on parle du métier de photojournaliste, de photographe, c'est des hommes qui sont là au début et qui sont là à la fin. Je parlerai juste un exemple atypique pour vous dire que la dernière fois, on a constaté sur la toile et à travers même la presse, à travers les réseaux sociaux, juste le dévoilement à moitié de la place de l'Amazone, qui est juste derrière nous. Le photographe, le célèbre photographe béninois Eric Aounou, qui a juste pris son smartphone, a juste capté l'image et posté sur sa page Facebook et ça a fait le tour du monde. C'est pour vous dire juste que le métier de la photographie, c'est un métier qui construit, qui détruit et qui à la fois raconte toute une histoire qui est derrière un personnage que nous voyons tous ici. Pour le reconstruire, c'est plus facile de le reconstruire l'histoire. La fête de l'indépendance est terminée, tout le monde était affolé, mais quand on parle, il y avait quand même une quarantaine de photographes qui étaient sur l'événement. Vous les demandez tout de suite, on peut raconter l'histoire de la fête de l'indépendance à travers les images. Parce que vous l'avez vécu et parce que vous l'avez immortalisé aussi. Ouais. Donc voilà.
un métier noble, on l'aura compris. Alors, depuis 6 ans, dites-nous un peu, depuis 6 ans, comment cet événement se célèbre au Bénin, avant qu'on en vienne à l'édition 2022, mais depuis 6 ans, vous avez rappelé que depuis 6 ans, l'événement se célèbre au Bénin, mais comment est-ce qu'il se célèbre au Bénin? Nous sommes sortis de nos 4 murs. Un nombre de personnes qui peut-être a la chance de parcourir le monde à travers les appareils photo. On n'est pas nombreux à faire le tour dans les événements, dans les grands événements, que ce soit les manifestations officielles, que ce soit les manifestations sportives et que ce soit d'autres manifestations à travers l'Europe, l'Afrique et le monde. Nous avions dit que nous allons partager l'expérience avec nos frères photographes d'autres départements. Donc depuis 6 ans, ça se fait en plate tournante dans les départements. On était dans le département de l'Atlantique en 2013, on était dans le département du Zou en 2014 et après le département des Koufou. Et après Ouémé qui suit. Et cette année, nous sommes dans le département du Molo. Qui abrite précisément à Lokossa, qui abrite depuis 4 jours ces manifestations. D'accord. Alors donc voilà une célébration, on va dire, rotative au niveau des communes pour honorer à la fin les photojournalistes de tous les départements, pour que chaque photojournaliste ou chaque journaliste professionnel se sente à un moment donné ou un autre de la célébration sur les années concernées, parce que les manifestations officielles sont peut-être organisées dans sa commune d'origine ou dans sa commune de résidence. Alors, qu'est-ce qui est prévu cette année? Apparemment, depuis quelques jours déjà, la fête est mise en branle. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui a déjà été fait jusque-là? Nous sommes aujourd'hui la veille de cette célébration de la Journée mondiale de la photographie. Qu'est-ce qui est fait jusque-là? Et ensuite, on verra qu'est-ce qui est prévu pour demain et peut-être les lendemains de cette célébration. Depuis 3 jours, il y a la formation pour les professionnels. Quand on parle souvent, les gens disent que les professionnels, on ne peut plus continuer à apprendre, alors qu'on a, on a beaucoup de choses à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà, on finit jamais d'apprendre. On apprend toujours. On a toujours des choses à apprendre. Donc, depuis 3 jours à Lokossa, il y a une formation pour les professionnels. Une centaine, hein, je vous avoue. Une centaine de photographes professionnels à travers le Bénin. On a fait comment on appelle-t-on? On a lancé un appel à candidature, comme le dit, et les gens ont postulé réellement. Les gens sont vraiment intéressés. Et comme je le disais au départ, on prenait la chose comme un patrimoine et que chacun de nous, je dirais les anciens s'accaparent, mais les jeunes tapent à la porte parce qu'il y a plein d'universités aujourd'hui qui forment les photographes. Il y a des ateliers. Et les ateliers photographiques à travers le Bénin qui forment aussi. Donc, les gens sont véritablement intéressés. Il y a une centaine déjà à Lokossa qui est en formation. Ils vont finir tout à l'heure. Et après, il y a des conférences débats entre les photographes professionnels et ceux qui aspirent d'être professionnels. Il y a le public aussi. Il y a des échanges avec le public. Il y a une caravane qui doit être mise en branle à partir de 19h. La lumière, quand on parle de la lumière, la photo c'est la lumière, donc il y a une caravane qui quitte l'hôtel de ville de Lokossa vers l'hôtel de Link où la formation se passe. À partir de 19h. À partir de 19h. Demain ou ce soir, à partir de 19h. Donc, la lumière, on doit mettre la lumière dans la ville de Lokossa à partir de 19h. D'accord. Et demain, le grand jour. Demain, c'est le grand jour. Demain, c'est le grand jour. Il y a des échanges parce que nous avions des invités photographes et on a des photographes invités. D'accord. Un venu de la Côte d'Ivoire, un venu de la Côte d'Ivoire qui a accepté de partager son expérience avec nous. Il y a un Togolais aussi, un célèbre photographe togolais qui a traîné ses bosses, comme le dit, avec nous dans les grandes compétitions, que ce soit la Coupe du Monde. Bizarrement, il a eu une expérience à partager avec les photographes béninois, le risque d'un photographe, parce qu'il était, sans oublier que, je fais une parenthèse, sans oublier que l'équipe togolaise a participé en 2006 en Allemagne. La France, et la Suisse. Voilà, il avait vécu en direct, il a immortalisé le match France-Togo, qui n'était jamais, il s'est resté dans sa tête, les coulisses, tout. Et il partage encore son expérience par rapport
à la crise, bon, je ne dis pas à la crise, à la situation de l'équipe togolaise en Angola. En Angola, il était dans la délégation. Du Cabinda. Et cette attaque, on va dire, les tirs que le bus togolais a essuyé. Il était dans la délégation, il était juste à côté du gardien de but qui a eu ce choc, tu vois. Donc, c'est resté dans ta tête. C'est resté dans sa tête et puis il a décidé de venir partager l'expérience avec nous, les Béninois, et puis voilà, comment il faut s'y prendre quand on est photographe et comment il faut aborder toutes ces situations. Demain, c'est la grande fête, tout le monde. Et Biza, il y a un message à lancer à nous tous. Demain, vous postez une photo de vous, ou une photo, en tout cas de vos proches, pour fêter avec nous. Sur la page, si. Vous faites un hashtag Journée mondiale de la photographie. Et puis vous envoyez la photo simplement. C'est bien. Et là, oui, tout le monde. Tout dans la fièvre de la fête. Donc, vous l'avez compris. Donc demain, célébrer la journée mondiale de la photographie à votre manière. Et les photographes qui nous demandent de poster juste une photo, que ce soit sur WhatsApp, Facebook n'importe quel réseau social. Voilà, une photo de vous ou de vos proches. Et vous mettez juste en légende hashtag Journée mondiale de la photographie. Ça sera fait. Oui. Maintenant, la suite, il y a un concours. Il y a un concours, le concours est, comme le dit, Révéler le Bénin. Révéler le Bénin, quand on prend juste la route qui quitte l'aéroport, la route des pêches, qui quitte l'aéroport et qui vient vers la direction de la loterie, la direction de la loterie nationale, vous avez vu ce que ça donne l'aspect. Oui. Tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas ne pas t'arrêter pour prendre une seule photo. Donc il y a un concours photo pour tout le monde, pour tout le monde. Les professionnels sont mélangés, les amateurs, tout le monde. Vous prenez votre smartphone, vous pouvez faire des photos. Et c'est dénommé concours photo Bénin, street photo concours Bénin. Tout le monde peut participer. Il y a quand même de nombreux prix. Même juste, vous gagnez un appareil photo. Vous pouvez être amateur et gagner un appareil photo professionnel. D'accord. Donc, c'est lancé déjà. C'est lancé déjà. Oui, le concours est lancé déjà. On envoie la photo vers quelle plateforme? Comment ça va se faire? Voilà. Il y a un lien qui est concours photo Bénin, Street, qui est en ligne. Vous tapez n'importe où et puis voilà, vous envoyez photo là-bas. D'accord. On peut donc essayer Bono. Oui, on va le faire. si, tout le monde. Tout le monde est concerné. Est convié à le faire. Et la fête donc finit demain, la célébration finit demain ou ça finit demain à Lokossa et dans les autres départements aussi, c'est bien organisé. J'oublie, sans passer par dire que le corps du métier de la photographie est tellement structuré. Parce qu'on partage parallèlement, excusez de le dire comme ça, on partage parallèlement plusieurs ministères qui nous parrainent, le ministère de la Culture, le ministère de l'Artisanat et le ministère du Numérique en même temps. Donc ça continue parce qu'il y a les workshops, il y a les rencontres professionnelles avec les professeurs d'université, les historiens d'art qui utilisent nos œuvres, les gens de la presse aussi qui continuent à nous utiliser. Et il y a une grande exposition à Porto Novo. La photographie d'hier à la photographie d'aujourd'hui. Les blancs noirs est passé au temps contemporain. Il y a eu une grosse évolution. De par même les appareils photo qui ont été utilisés. C'est fou ce qui se passe autour de la photographie. Il y a un travail formidable qui est en train d'être fait. D'accord. Merci beaucoup à vous, Didier. Et le concours. Il y tient, le concours. Le concours. Ça prend fin après demain ou demain? Non, ça prend fin le 30. Le 30. Oui. Donc, on a encore du temps. Vous avez le temps de bien faire les photos. Il faut le rappeler, ce n'est pas les photos travaillées. Non, pas du tout. Les photos avec filtre. Non, pas du tout. Sans filtre. Sans filtre. Voilà. C'est dans le règlement. Quand vous lisez le règlement, il y a c'est important de le préciser. Quand vous lisez le règlement, c'est dedans. Parce que nous sommes à l'ère des photos filtrées, des photos travaillées, retouchées. Les gens iront faire Photoshop et bien travailler les photos. Et voilà, alors que c'est des photos sans filtre. Voilà, photos simples comme ça. Alors, autre chose, Didier Kwasasi, un appel à l'endroit donc de ceux-là encore qui, on va dire, continuent d'avoir, je ne vais pas dire du mépris, mais ceux-là qui continuent de ne pas
mettre ou prendre au sérieux le métier de photographe parce que il faut dire, hein, vous êtes parfois incompris. Il y a des gens, quand vous leur dites que la pose d'une photo, une photo est à 15 000 francs par exemple, ils tiquent, ils ne voient pas pourquoi est-ce qu'ils devraient payer 15 000 francs, même à 2 000, les gens ne sont pas... Même 5 000 francs, pourquoi il va faire une pose à 5 000 francs alors qu'il est allé en studio, il y a eu des lumières, c'est un appareil photo, la photo sera travaillée, c'est l'ordinateur qui sera allumé, c'est de l'énergie électrique, etc. Il y a des factures derrière. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer la photo à 5 000 francs. Ils oublient que le photographe, c'est un artiste et l'œuvre d'art n'a pas de prix. Ouais. C'est là le problème. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, ils comprennent en réalité la valeur du métier. Une seule photo peut coûter des centaines de millions. Une seule photo peut coûter des centaines de millions. Une seule photo peut soulever le monde, comme le dit. Ouais. Et je vais donner juste un exemple que le journal, excusez-moi, c'est en Côte d'Ivoire, le journal Fraternité de la Côte d'Ivoire a partagé au moment où c'était chaud, la crise de la guerre post-électorale. Et voilà. Et il y a un photographe qui a fait juste un Photoshop en mettant les deux présidents à la une. Le journal était vendu comme un petit pain. Déjà à 8 heures, c'est terminé. Tu ne peux plus retrouver Fraternité dans la rue en Côte d'Ivoire. Tout a été acheté. Juste à cause de la photo. Parce que la photo s'était mise à la une du journal. Et puis le titre, réconciliation à tel endroit en France, que ce n'était pas une réalité. Donc c'est juste pour lui dire, c'est terrible ce qui se passe. Et aujourd'hui, tellement où la photographie a évolué, Bruno, je voyais à côté, je ne sais pas si c'est un magazine ou un catalogue. Ah oui, ça appartient à Fouzi, c'est quelqu'un de très bien que nous allons recevoir dans un instant. Voilà. Oui. Il n'est pas, en tout cas, il va venir, il vit en France, mais il est rentré pour une expo également. Donc, vous avez vu son catalogue, c'est que des œuvres. Oui, c'est que des œuvres et que c'est des photographes qui l'ont aidé à immortaliser. Effectivement. Donc aujourd'hui, nous passons. Par exemple, tu as vu la dernière édition, la dernière catalogue édité par le Bénin. Oui. Par le Bénin, on appelle ça, c'est le ministère de la Culture qui l'a édité. Je sais combien j'ai pris en éditant ce catalogue avec eux. Il y a plus de 3500 photos qui étaient dedans. Donc un catalogue très riche, qui retrace beaucoup et d'événements. Et c'est au niveau de la présidence. Donc quand un invité arrive, c'est le chef d'État qui offre ça. Vous retournez avec, parce que vous parcourez le Bénin avec ce catalogue. Avec ce catalogue qui vous montre toutes les richesses, voilà, culturelles, richesses naturelles également du Bénin. Merci beaucoup à vous, Didier Passassi, d'être passé ici. Vous êtes là dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la photographie qui aura lieu demain, 19 août 2022. Et c'est le cas tous les 19 août d'ailleurs. Et on a pu voir l'organisation au niveau des professionnels donc de la photographie, comment vous êtes organisé pour immortaliser également cet événement. Je n'imagine pas ces photographes qui sont en formation, cette caravane, cette fête qui est tournante en fait. Je n'imagine pas le nombre de photos qui en sortiront. Merci. On va retrouver peut-être une autre fois pour faire le bilan de vos activités de cette célébration de l'an 2022 de la Journée mondiale de la photographie. La parenthèse se poursuit. À présent, on va marquer une courte pause. Le temps pour nous d'installer Rodrigo Baba Bweto. Il est déjà là avec lui. Il nous ramène en plateau une fierté du Bénin qui a fait un tour, puisque c'est un Béninois qui vit à l'étranger. Il vit en France. Il a fait un tour pour servir son pays pour une exposition qui s'est très bien passée. Il nous dira tout ce qui s'est passé. Il nous parlera également de son œuvre et surtout de son succès dans son domaine. À tout à l'heure. Baba, Nam, franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Je connais tout. Va me chercher par où? Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous.
j'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait, nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. Aujourd'hui, Frappe, c'est dedans. Le Bénin qui s'est qualifié au tir au but. Il a amené la paix dans la famille du football. Il a eu moi mon soutien parce que ce n'est pas un tricheur. Dans un décor de cartes postales, les jeunes pousses seront biberonnés à la pratique du football. Mon rêve, c'est de devenir footballeuse professionnelle. J'y crois vraiment grâce à la Fédération béninoise de football. Allez vous positionner là-bas pour presser. On y va. Farida, tu n'as pas de place. Positionne-toi là-bas. C'est une belle dynamique qui est lancée. On note la brillante qualification de nos juniors à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On revient encore avec ces juniors pour aller à la CAN. C'est une très bonne chose. J'ai pris le temps de comprendre, de connaître. l'ORTB, pas sans vous. Annie, regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Tiens. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Voilà, donc ça discutait déjà, vous l'aurez compris, avec notre invité, notre fierté du jour que va recevoir Rodrigola Baba Breto, déjà en plateau avec moi. Rodrigue, bonjour et bienvenue. Bonjour Bruno, chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir d'être des vôtres. Allez, aujourd'hui, vous nous ramenez un jeune monsieur, voilà. Oui, pas trop l'expression jeune homme, c'est un jeune monsieur. On va le dire ainsi, un jeune qui se veut être la voix des sans-voix. Son nom c'est Fouzi Mahfouz Adedjouma, un artiste peintre. C'est un jeune artiste autant pour moi, peintre pluridisciplinaire qui malgré ses compétences en droit ou encore en tant qu'agent immobilier a su réveiller l'artiste qui sommeillait en lui. En prenant la parole, le jeune artiste s'est dit fier et ému de l'engouement manifesté à son égard. Des propos bien entendu prononcés lors d'une exposition qui s'est tenue au cours de la semaine. On va d'ailleurs suivre l'exposition avant de revenir ici en plateau, échanger avec lui. Le vernissage de Fouzi, c'est du fou désir au fol élixir, en passant du fou loisir au fou plaisir. Fouzi pour les intimes. Le désir fou, c'est d'être promu par Blue Diamond, cette grosse pointue du showbiz mondial qui, jusque-là, ne promouvait que les artistes musiciens en les mettant sur orbite à l'international. Mon art universel, tout le monde peut s'y retrouver puisque ce sont des histoires que je raconte. Le loisir fou, c'est d'être cautionné par deux grands plasticiens béninois bien notoires à l'international, Charlie Dalmeda
et Nicaise Francis Tiakpe alias Tif, qui ont bien approuvé cette collection baptisée Éprouver. Éprouver, c'est une manière pour moi d'expliquer des faits de société. Je suis la voix des sans-voix. Et grâce à mes toiles, ces femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer, elles arrivent à s'exprimer. Je sens que les gens aimaient cette exposition et ça me fait plaisir. Le plaisir fou, c'est d'être coaché par une star de maître de cérémonie, Claudie Siard, venue sciemment de l'Hexagone pour faire valoir la fierté noire des 24 tableaux à dominance noire de couleur à visiter ici à la Maison Rouge à Cotonou. Moi, j'utilise le noir parce que le noir, pour moi, c'est la force, la valeur et la fierté. L'élixir fou, c'est d'être entouré d'un public sélect en concurrence pour apprécier les œuvres. En l'occurrence, la toile Djemima, qui chemina jusqu'à 10 millions de francs aux enchères. Je souhaite que les Béninois, les Africains, nous puissions tous ensemble valoriser les choses de chez nous. Soutenons-nous, c'est le message. Soutenez Fouzi, soutenez vous-même. Ensemble, on ira loin. De mémoire de journaliste culturel béninois, c'est vraiment une première. Cette cérémonie de bonheur fou, signée Fouzi, notre Mahfouz Adedjouma national, promis et promu à l'international. Et voilà, notre Adedjouma national, promis et promu à l'international. Justement, promu à l'international, qui désormais, qui aujourd'hui, du moins, c'est sur ce plateau. Mahfouz Adedjouma, merci d'avoir répondu à notre invitation pour être ici ce matin. Alors, heureux hasard peut-être ou simple coïncidence, il se fait qu'il y a fou dans votre prénom et justement vous posez un acte fou, vous délaissez vos compétences en droit, puisqu'il faut le rappeler, vous êtes normalement clerc, je crois, de notaire, vous délaissez ces compétences-là pour vous consacrer à l'art. Dites-nous d'où est justement parti ce désir fou de Fouzi. Merci beaucoup. Et l'histoire de Fouzi démarre avec l'art depuis le bas âge, si j'ai bonne mémoire, 13 ans. Mon père, amoureux de lecture et surtout de culture, m'emmenait déjà visiter les œuvres de la Fondation Zissou. Donc j'avais déjà pris goût depuis mon enfance. Avec le temps, j'ai réitéré l'expérience. J'allais voir les expositions de la Fondation Zissou dans tous les locaux. Ils en avaient fait au stade de l'Amitié, il y avait un conteneur, j'allais régulièrement à Ouida. C'était une manière pour moi de faire mes petites excursions, parce que quand j'allais en excursion avec mes camarades du lycée, du collège, je prenais goût, mais ça ne me suffisait pas. Le temps qui nous était laissé d'apprécier les œuvres, de parler... C'était insuffisant à vous. C'était vraiment insuffisant. Donc, comme papa nous a déjà mis au fait accompli, moi je sortais, j'allais, on nous déposait, je prenais goût. Et ce qui m'intéressait le plus par rapport à ces œuvres, je me suis dit, et il y avait quelques masques de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Hongbeji. Oui. Je me suis dit... Ces masques, il les a pour quel but? Donc j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que ces masques parlaient de la culture. En plus de cela, il y avait des œuvres de Cyprien, Toku Dagba et tout, et qui étaient aussi exposées dans ces différentes expositions. Je me dis, mais plus tard, moi-même, j'aimerais avoir ma collection privée, personnelle. Donc, je faisais ces petites recherches à comment reconnaître tel artiste par rapport à tel artiste. Je suis tombé sur les œuvres de Charlie d'Almeida, de Zinkpe, comme je le disais, de Chief, de Dominique Zinkpe, de Razoumé. Donc, c'est tout ça qui a forgé en moi l'envie d'être aussi artiste, parce que je me dis, il s'exprime. À moi aussi, comment je peux m'exprimer? Il me fallait trouver ma démarche artistique, ma signature. J'ai pu trouver ma signature grâce à cette technique. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par là. Alors, lorsque vous décidez de délaisser le clair pour vous consacrer uniquement à cet art, les réactions de votre entourage tout de suite, c'était quoi? Au début, beaucoup de personnes avaient peur pour moi, si je dois le dire, puisque je suis autodidacte, j'ai démarré en 2019. Beaucoup de mes amis trouvaient ça un peu bizarre. Ah oui, ils ne comprenaient réellement pas le but de mon art. J'ai démarré par l'art décoratif d'abord, parce que en 2019, c'était l'été, je ne faisais rien. Et je ressentais ce besoin de décorer mon appartement. Mais je savais déjà ce que je voulais. Je voulais des œuvres originales. Je voulais des œuvres originales.
J'ai fait quelques recherches pour savoir quelle technique utiliser, parce qu'il y a la peinture à huile, la peinture acrylique, etc., etc. Donc, j'ai fait d'abord ces recherches et le matériel qu'il faut utiliser. Puisque je me suis forgé par rapport à ce que j'ai vu. C'est ça. Il y avait en moi quelque chose qui disait, moi aussi je peux faire, moi aussi je peux faire. C'est venu tardivement, mais bon, j'ai pris le temps de bien me préparer et tout. Et voilà. Et comme vous l'avez dit, comment quitter de la phase de clerc de notaire et tout, ce que mes amis, je les ai vite convaincus, puisque j'ai démarré avec des thèmes qui parlaient. Mais avant d'en arriver aux amis, il y a quand même les parents, parce que je suppose que ça n'a pas été facile, non? C'est d'abord les amis. J'ai d'abord dû convaincre mes amis, mais j'ai d'abord dû convaincre mes amis que je remercie beaucoup, Odus Ouérou, Loyana Logo et mon cousin Fadil. C'est eux, j'appelle plus mes amis, puisque nous sommes tous des amoureux d'art. C'est mon Fouzi qui a dit, bon, je vais matérialiser mon côté artistique, puisque nous tous on partageait déjà, on allait voir les galeries, les expositions, les musées. Je leur disais, moi aussi je peux faire, moi aussi je peux faire. On débattait. Je dis aujourd'hui, mon art, c'est plus de la matérialisation que de beaucoup parler. Et je me suis lancé un peu plus en faisant ce book, parce qu'il fallait vraiment parler dans ce book. Les tableaux seuls parlent, mais je voulais permettre aux gens aussi d'aller au-delà de ces tableaux en faisant ce livre. Un book qui justement porte le titre de l'exposition dont nous venons de suivre, je vais dire, le lancement il y a quelques instants. Une exposition que vous qualifierez de réussite pour un premier coup. Effectivement, je dirais que c'est une réussite parce qu'on a pu mobiliser plein de personnes à cet événement. Bien sûr, on a vu quand même des personnalités. Avoir quand même Claudicia en tant que présentateur pour cette exposition, j'ai bien envie de vous demander le secret. Le secret revient à mon manager. Il m'a dit une chose, Claudicia est déjà un homme, et beaucoup ne le savent peut-être pas. On le connaît en tant qu'animateur, présentateur des médias, mais c'est un fou amoureux de l'art. D'accord. C'est un fou amoureux de l'art. On s'est dit, bon, voilà un grand monsieur qui est aussi amoureux de l'art, tout comme moi. Il pourra m'aider plus tard et tout. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est de rehausser l'événement. C'est de rehausser l'événement. Ce sont des toiles qui parlent de témoignages personnels, de vécu. Et on avait besoin Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vulgariser et surtout de valoriser l'art. J'ai démarré ce projet par rapport à une amie qui s'appelle Jemima. Par chance, la toile a été vendue aux enchères. L'objectif, au fait, c'était La Jemima, je l'ai retrouvée dans votre... Bien sûr, je crois que c'est cette œuvre, c'est bien sûr ça. C'est bien elle. Oui, c'est bien elle, Jemima. Donc, mon message était de faire parler de son histoire personnelle et aussi de sensibiliser, parce qu'elle souffre de la drépanocytose. Donc, c'est toute une histoire réunie. Je l'ai mis à l'honneur parce que j'ai fait presque 1 an avec elle à Tours. Je l'ai accompagnée dans les soins, je l'ai amenée à l'hôpital, je la portais et tout. Nous deux, nous savons ce que nous avons vécu dans ce contexte. Mais je dis, ça ne suffit pas, il faut en parler pour que les gens puissent en prendre conscience. Si et l'œuvre, justement, c'est plutôt le tableau où il y a une sorte de, on va dire, de veine. Oui, ce sont, je dirais, bon. Je laisse l'interprétation aux gens, mais moi je voyais plus les seringues, les perfusions, parce qu'elle en a eu beaucoup. Ça, c'est une ancienne photo. d'elle. Ça, c'est même une ancienne photo. Là, elle a vraiment plus du poids. D'accord. Alors, du coup, est-ce que, au-delà de l'art que vous avez voulu, votre art que vous avez voulu exprimer, est-ce que c'est en même temps aussi une forme de, j'ai envie de dire, d'activité caritative pour elle? C'est aussi une forme d'activité caritative pour elle parce qu'une partie des fonds lui permettra de se soigner. C'est aussi une forme de partie parce qu'actuellement, malgré sa maladie et tout, elle a été mise sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens ont du mal à parler de ce qu'ils vivent. Les gens ont beaucoup du mal à parler de ce qu'ils vivent. Je dis non, il faut t'exprimer. Il y a une manière de le faire. Et moi, ma manière de le faire, c'est à travers ces œuvres, mais pour plus sensibiliser les gens. Moi, mon objectif, c'est de choquer, d'impacter les gens parce que on se unit, on se marie aujourd'hui sans passer par plusieurs étapes, dont l'électrophorèse. Bien sûr. Donc, ce qu'on fait, on dit en droit, l'avocat te coûte, et tu penses que l'avocat te coûte plus cher au début, mais il t'évite beaucoup de choses quand tu passes par son cabinet. Et
le tribunal te coûtera plus cher qu'un contrat à l'avocat. Donc, pourquoi ne pas faire l'électrophorèse et être sûr de ce qui nous attend plus tard? Éviter des dépenses et ce genre d'histoire divise des fois les familles, les couples. Et ce sont les enfants qui prennent les pots cassés, comme je le dis. D'accord. Très bien. Alors, 24 œuvres d'art tout de même dédiées à la femme au cours de cette exposition. À vous entendre, on a l'impression que Jemima, c'est votre crush. Non, Jemima, c'est pas mon crush. Ah bon? Mon crush, elle se connaît. Mais non, c'est pas. En fait, je suis plus émotionnel au fait. Okay. J'aime pas. Depuis tout petit, j'aime être au contact des gens. Je la connaissais pas et je l'ai connue en août 2019 et en ayant gardé contact, j'ai perdu le contact avec elle pendant 2 mois. En décembre, j'ai décidé de la relancer. Ah, comme c'était la nouvelle année 2020, c'est de là, elle me dit, ah, je viens de sortir du coma. Donc tous les messages que tu m'avais laissés, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Et comme je le disais, je suis plus émotionnel. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai de grands amis. Okay. Donc, la même attention que je les porte, oui, franchement, la même attention que je porte à mes amis, je me dis au fait, je peux pas me sentir bien et que mes amis ne se sentent pas bien. Bien sûr. Eux aussi pensaient que c'était mon crush. Je dis non, c'est pas mon crush. La personne est malade. Et nous sommes tous enfants. Je sais ce que j'ai pas la famille proche à côté. Si vous, mes amis, vous n'étiez pas là, j'allais me sentir seul et isolé. Voilà qu'elle se sent isolée. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Parce que je peux pas. Pour moi, c'est une sorte de non-assistance en personne en danger. Et c'était réellement le cas. Il a fallu que je quitte Nantes pour qu'elle ait l'OQTF, juste parce qu'elle a reçu le courrier de la poste. Mais elle ne peut pas se déplacer, elle ne pouvait pas partir là-bas. Le courrier a duré dans sa boîte aux lettres. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'OQTF. Même une fois pour son anniversaire, on a dû lui faire plaisir avec toujours mes amis qui sont devenus aussi ses amis. Parce que quand moi j'ai quitté tout, mes amis ont pris le relais. Okay. 2 copines à moi, merci, et dont je vais vraiment remercier Jenab et Yapi Okushi. C'est elles qui m'ont remplacé là-bas. Et je leur demande une fois en passant, est-ce que vous êtes allés la voir? Donc mes amis sont aussi devenus ses amis. Si je n'avais pas fait cet exercice au préalable, je ne pense pas qu'elle aurait aussi Elle a ses amis personnels, mais moi, mes amis sont venus en appui. Très bien. Donc c'est un peu ça. Alors, vous avez exposé 24 œuvres d'art exclusivement dédiées à la femme. Pourquoi ce penchant pour la femme? J'ai bien envie de dire, à quand les œuvres d'art dédiées aux hommes? Ah non, j'ai déjà eu à exposer sur beaucoup de thèmes. Okay. J'ai réalisé beaucoup d'autres thèmes. Mais ce projet me parlait beaucoup. Ce projet me parlait beaucoup parce que je me suis rendu compte qu'en abordant l'histoire de Jemima, nous sommes 7 milliards. Chaque personne a son histoire et nous rencontrons des difficultés au quotidien. J'entends ceci par rapport à la femme, le MeToo, celle qui dit, mes copines qui me disent, ah, celui-ci m'a fait cela, celui-ci m'a fait cela. Je dis, en voyant tout ça là, pourquoi ne pas regrouper toutes ces histoires dans un projet, parce qu'il s'agit d'un projet, ce n'est pas une histoire personnelle. Et pourquoi j'ai choisi le terme prouvé? Aujourd'hui, c'est aussi un combat que je mène, parce que j'ai 3 sœurs, et j'ai grandi aussi avec ma mère, mon père, tout et tout. Donc, j'ai aussi baigné dans un univers de femmes. Et c'est déjà, ce projet leur est dédié. J'avais déjà fait d'autres projets, mais je tenais à leur dédier ce projet pour leur dire, ah, aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Dans certaines régions, les femmes sont elles sont présentes, mais elles sont minoritaires face à certaines réalités. Donc, donnons-leur aussi la chance de... C'est une manière de valoriser la femme. C'est une manière de valoriser la femme. J'ai fait d'autres thèmes sur la politique, la culture, j'en aborderai d'autres. Mais ceci, je me suis dit, il faut que je me lance vraiment à fond. Je ne voulais pas faire les choses à moitié. Okay. Il n'y a pas que 24 œuvres. Il y a 24 œuvres qui ont été exposées, mais il devait y avoir 30 œuvres. La salle ne pouvait pas tout contenir parce qu'on en a exposé de l'entrée jusqu'au jardin. La salle ne pouvait pas tout contenir. On a dû faire à la dernière minute un choix. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. Et dans le projet, il y a une partie qui est de la série et il y a aussi le hors-série. Le hors-série, c'est toujours l'histoire des femmes, mais j'ai mis de la couleur. C'est vers les fins là-bas. Et j'ai mis de la couleur. Vous voyez là, c'est du blanc. Là, c'est du blanc. Oui. Et comme on est tombé même sur une belle page qui présente Ganvier. Donc, dans ce projet, vous allez voir des œuvres qui ont été mises dans une forêt, des œuvres qui ont été mises à Ganvier. C'est une manière aussi pour moi de valoriser mon environnement, de valoriser ma culture et de valoriser le pays.
c'est la femme, mais la femme mise dans un joli décor. Donc, je fais aussi la promotion de mon pays. Et comme notre cher président le dit, c'est le Bénin révélé. D'accord. Et vous avez choisi de faire avec de la peinture à forme sur bois. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que j'étais censé, de base, j'ai voulu utiliser de la peinture à huile. Non, pas à huile, de la peinture acrylique, qui est une peinture aussi à base d'eau. Oui. Mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas épaisse, elle n'était pas assez épaisse. Et elle ne donnait pas le rendu que je voulais. La texture. La texture, oui. Elle ne donnait pas la texture que je voulais. Et en plus, je voulais. Vu que les toiles demandaient assez de quantité de peinture. Donc, j'ai été orienté vers le fond qui me donnait tout cet aspect. Très bien. Et aujourd'hui, cette fierté du Bénin que vous représentez, quelles sont les projections qu'elle se fait? Les projections, elles sont énormes puisque ça parle déjà de fusils d'un peu partout et tout. Ça parle de fusils d'un peu partout. Ah, on t'attend ici. J'ai même reçu une proposition à Bruxelles et je souhaitais aussi remercier Madame Ochola qui fut la première depuis l'année passée à me permettre d'exposer dans son local à Djonké et le Louisiane. Donc c'est un bar axé autour de l'art. Alors on va pas y aller avec la publicité, mais voilà. Je tenais déjà à la... Ah oui, excusez. Bien sûr. Je tenais déjà à la remercier puisque c'est elle la première personne qui a vu le projet. Elle a dit, ah toi, viens, je t'accueille gratuitement. Elle m'a exposé pendant 6 mois. Donc, elle m'a exposé pendant 6 mois et j'ai dit, OK, j'ai vu les retours et tout, et j'ai dit, OK, maintenant je vais me lancer moi-même. Parce qu'après les 6 mois, qu'est-ce que j'ai comme objet et perspective de moi? J'ai dit, bon, OK, je refais un nouveau vernissage et j'installe ces tableaux dans mes locaux. Super. Très bien. Et aujourd'hui, justement, après cette exposition, à quoi doit-on s'attendre avec Fouzi? Une autre folie, peut-être? Un autre acte fou, peut-être? Un autre acte fou, je ne dirais pas le nom, mais cette fois-ci, j'aimerais rentrer dans la culture. Ça, c'est la femme, c'est des faits de société. Et quand je dis j'aimerais rentrer dans la culture, je ne le dirai pas tout de suite, mais le prochain défi, c'est nous rapproprier notre culture. On est impatient de découvrir. D'accord. On ira vraiment aux sources. Très bien. Fouzi Adedjouma, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous ce projet-là éprouvé, auquel d'ailleurs on souhaite tout le succès. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ces échanges? Je dirais à tout un chacun de me soutenir, de soutenir Jemima, de soutenir Kate qui est aussi dans le projet, toutes ces femmes qui ont témoigné et les amoureux de l'art, ceux amateurs comme ceux du monde de l'art, de nous soutenir. Mes tableaux sont à disposition pour des expositions et autres. Aujourd'hui, je veux faire beaucoup d'expositions pour plus faire parler du projet et de la sensibilisation. Et il y a aussi mon livre qui sera disponible à la vente dans ma galerie et un peu partout. Je suis en train de faire tout cet ensemble de démarches. J'ai envie de savoir, vous êtes en équipe, vous êtes une équipe ou bien vous travaillez seul? Je ne travaille pas seul. Merci de me poser cette question. J'ai mon manager au Bénin, Alvira Laro, avec sa structure Blue Diamond, qui m'accompagne sur ce projet. C'est grâce à eux j'ai pu faire le vernissage. On a pu faire venir M. Claudissa. Donc je remercie beaucoup M. Alvira Laro et le DG du groupe, M. Sidouko Karim. Okay. Un grand monsieur, un homme de culture, homme de sport également, qui soutient tous les événements dignes du nom. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Babagweto, de nous avoir ramené ici. Mahfouz Adedjouma, c'est bien ça, on vous souhaite bon vent et beaucoup de succès dans vos projets à venir. La parenthèse va se poursuivre à présent. Alfred Lincoln est dans les... Pas Alfred, Stanislas Lincoln est dans les starting blocks pour nous livrer un peu ce qui s'est passé dans la vie des célébrités de ce monde. Donc dans un instant, ça va être simplement la rubrique gossip avec lui. On l'attend dans un instant. On va marquer une courte pause, le temps pour nous de l'installer. Zoetim organise dans le cadre de la conférence Lève-toi Bénin un séminaire business le samedi 20 août à l'hôtel Golden Tulip à partir de 9h. Thème de l'idée à la richesse. Orateur Révérend Ranouafo et apôtre Jean-Claude Diambulé. Entrée 20 000 francs CFA. Les tickets du séminaire business sont disponibles à la librairie Porte Étroite de John Migan et à Radio Maranatha. Infoline +229 58 06 01 02. Lève-toi Bénin, venez apprendre comment prospérer avec Dieu. Baba, franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils,
Je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Je connais tout. Va me chercher par où? Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. Aujourd'hui, Frappe, c'est dedans. C'est dedans. Le Bénin qui s'est qualifié au tir au but. Il a amené la paix dans la famille du football. Il a eu moi mon soutien parce que ce n'est pas un tricheur. Dans un décor de cartes postales, les jeunes pousses seront biberonnés à la pratique du football. Mon rêve, c'est de devenir footballeuse professionnelle. J'y crois vraiment grâce à la Fédération béninoise de football. Allez vous positionner là-bas pour presser. On y va. Farida, tu n'as pas de place. Positionne-toi là-bas. C'est une belle dynamique qui est lancée. On note la brillante qualification de nos juniors à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On revient encore avec ces juniors pour aller à la CAN. C'est une très bonne chose. J'ai pris le temps de comprendre, de connaître. l'ORTB, pas sans vous. C'est l'heure de gossip dans la parenthèse. Stanislas Linkpon, bonjour. Bonjour Bruno Soali. Alors, avec vous, on va passer en revue un peu les actualités des célébrités de ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et on prend le vol pour atterrir dans ce pays, la Côte d'Ivoire, pour retrouver Edossi Yao qui souhaite faire une collaboration musicale avec Fally Ipupa ou Koffi Olomide. Elle dit exactement ceci: on aime trop les Congolais, on aime trop leur musique, c'est abusé. Vous avez pris les cœurs des Ivoiriens, c'est plus normal. Lâche-t-elle avant de surenchérir sur le choix de son futur avec les deux stars en disant ceci: franchement, dans mon cœur, j'ai envie de faire le featuring ou un feat avec Fally Ipupa ou Koffi Olomide. J'écoute beaucoup les Congolais comme Fally Ipupa, Koffi Olomide, Roga Roga et Jim Piana, mais si je songe, j'aimerais le faire avec Fally Ipupa et Koffi Olomide, a déclaré la star, l'ex-compagne de Monsieur Grand-P que vous connaissez très bien. Toutefois, l'Ivoirienne nous signale la sortie prochaine de son prochain titre intitulé « Dis-moi ». Est-ce que c'est moi qui vais le lui dire ou bien c'est Grand-P? Et d'après vous, est-ce qu'ils seront ouverts à cette proposition? Je veux parler de Fally Ipupa et de Koffi Olomide. Bon, j'ai vu des images qui ont fait rire. Peut-être Koffi Olomide, pourquoi pas? Parce que Koffi Olomide, c'est un homme qui s'adapte au rythme actuel, qui s'adapte à la dynamique de la jeunesse et tout. Fally Ipupa aussi pourrait accepter, parce que quand on parle de Edossi Yao, c'est aussi une dame qui est plus connue sur les réseaux sociaux. Donc, ça va apporter, c'est possible. Alors, quelle autre information avec vous dans la vie d'une autre star, j'imagine? Bien sûr, et on va au Cameroun pour retrouver notre amie Charlotte Dipanda, traitée de vieille. Charlotte Dipanda répond: la seule love, la seule estime, la diva tout simplement, avec beaucoup de patience, a expliqué à ces personnes complexées qui l'ont traitée de vieille que chacune de ces rides raconte son parcours. Donc, elle dit les assumer et les porter à suffisance avec fierté. Il n'y a pas que chez nous qu'on a ce genre de commentaires comme si on devait en avoir honte, dit-elle. Je me sens belle avec mes rides et je ne prouve pas le besoin de les dissimuler, assure-t-elle. Pour elle,
c'est à cause de ce genre de réflexion que certaines personnes ne peuvent pas se montrer au naturel. Donc, elle est fière d'être naturelle. Elle s'étonne qu'on ne rappelle pas souvent à un homme de chez nous qu'il vieillit ou qu'il est vieux parce qu'il ne s'est pas encore marié, mais c'est sur les femmes qu'on porte ce genre de jugement. Voilà, ça arrive comme ça, hein, qu'on ait su des critiques. Bien sûr. Pour des choses parfois, si elle porte des rides, je n'en vois pas le problème. Elle n'a pas quand même 15 ans. Charlotte Dipanda n'a pas 20 ans, elle n'a pas 25 ans, elle n'a pas 30 ans. Donc elle porte des rides. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'on devrait en parler. C'est quand même bizarre. Et c'est un problème de notre société quand même, hein, où parfois des gens évoquent des aspects de vous qui ne sont pas... En fait, ce n'est pas un événement. Mais vous voyez les gens évoquer ça quand même. Bien sûr. Et il faut un dire peu comme parfois entre Africains, on estime que quelqu'un est noir. Alors que c'est un Africain. Je ne sais pas si on espérait d'un Africain qui devrait être blanc. C'est comme si vous allez dans le milieu européen et qu'on traite quelqu'un de blanc. Oui. Parce qu'il est européen, on le traite de blanc. C'est un peu aberrant parfois où vous voyez quelqu'un, on parle de sa taille, il est court, il est... Je sais non, pas, mais il faut le dire, quand quelqu'un commence bon, quand quelqu'un est une star, il faut le dire, c'est normal qu'on commence par parler de cette personne. Ouais. C'est aussi vrai. Oui, mais aussi, il faudrait quand même qu'on ait des retenues, je vais le dire ainsi, parce que Charlotte Dipanda, je vais dire, ces derniers jours, essuie beaucoup de critiques. Tantôt, c'est par rapport à ses rides, comme on l'a appris tout à l'heure. Tantôt, c'est par rapport à sa situation, je vais dire, matrimoniale. Voilà, surtout. Donc, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait des retenues et que on sache réellement quelle critique apporter. Je me dis, si la personne même ne se sent pas gênée de rester dans cette situation toute sa vie, écoutez, c'est sa vie après on n'en a pas on n'a pas à lui rabattre les oreilles tout le temps avec ça. Avec cela, je suis d'accord avec vous. Même les rides, je disais, c'est une question d'âge nécessairement. Non, on peut avoir les rides à un âge très... Les gens ont des cheveux grisonnants alors qu'ils sont très jeunes. Pour celle-là, parfois c'est génétique aussi. C'est un non-événement, elle a dit sur sa page Facebook qu'il n'y a pas d'événement autour, quand bien même les gens insultent la traite de célibataire à cet âge-là. C'est pourquoi d'ailleurs on évoque ces rides. Mais elle est fière de porter ses rides. Elle est fière aussi d'être naturelle, comme elle le dit. C'est un choix. C'est un choix de dire, voilà. Mais que ceux qui la traitent de célibataire aillent l'épouser. S'ils en ont les moyens. Bien sûr. Parce qu'il faut les moyens. Il faut les moyens, justement. J'imagine. Oui. J'imagine. En tout cas, vous pourriez être surpris d'être étonné. En tout cas, si vous vous lancez. Non. En tout cas, épouser Charlotte Dipanda, ça ne sera pas comme épouser, excusez l'expression, la fille du quartier. C'est vrai. Ça va être un peu plus de responsabilité, un peu plus de moyens à mettre. Bon, ça peut ne pas être le cas aussi. Ouais, ça peut ne pas être le cas. Elle peut bien prendre soin de vous. Bien sûr. Non, Bruno ne veut pas. Bon, on va en Amérique pour retrouver notre compatriote. Je dis compatriote parce que nous sommes africains. L'Afrique étant un pays pour des panafricanistes. Alors, dans un tweet, notre Africain, comme je le nomme, le milliardaire Elon Musk affirmait mardi vouloir acheter le club de Manchester United et deviendrait ainsi l'employeur de Cristiano Ronaldo, votre bien-aimé. Quelques minutes plus tard, son tweet a pris une autre allure sur la toile. Son tweet a reçu plus de 5000 j'aime en quelques minutes, pour ne pas dire quelques heures après. Rapidement, le richissime entrepreneur sud-africain, propriétaire de Tesla et de SpaceX, excusez-moi, revient rectifier en assurant qu'il blaguait simplement. Non, c'est une blague. Je n'ai prévu acheter aucun club de sport, a-t-il notifié à ses fans sur le réseau social. Elon Musk, on le connaît très bien pour ses déclarations provocatrices et imprévisibles sur Twitter, réseau social qu'il a même d'ailleurs failli acheter avant de renoncer. Oui, enfin, il mène sa vie de riche, on va dire ça comme ça, il fait des déclarations, ça
ça déchaîne les passions, et après il revient, il rectifie l'information. De toutes les façons, hein, c'est ça, vie de riche. S'il devait racheter Manchester United, ça ferait beaucoup de bien au club mancunien qui actuellement est en souffrance. C'est pas facile, ça fait déjà 2 matchs en début de saison qui sont perdus. Le premier face à Brighton, le second face à Brentford. Donc, oui, mais est-ce que ça va pas du tout. Est-ce que c'est le rachat qui donnerait une bouffée Oui, généralement, oui. Quand les gens fortunés rachètent les clubs, ils mettent les moyens, ils peuvent acheter beaucoup de joueurs. Ils peuvent acheter beaucoup de bons joueurs. C'est le cas avec le Paris Saint-Germain qui, à l'arrivée des Arabes, je mets Arabes entre griffes, a connu, franchement, on va dire, une explosion en termes de stars. Donc aujourd'hui, c'est le club qui réunit, je pense, le plus de stars. Vous avez Lionel Messi, Neymar, Mbappé et toute, on va dire, la colonie ou la diaspora latino-américaine qui est au sein du Paris Saint-Germain. Donc ça fait généralement du bien. Mais après aussi, je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours le bâton magique, quoi. Voilà. Après l'argent, il faut savoir investir, il faut savoir installer une politique de footballistique pour pouvoir réussir. Mais Elon Musk, je pense qu'il a bien eu, et je suppose que les 5000 et quelques vues qu'il y a eu en quelques minutes, ça doit être des supporters de Manchester United qui ont connu l'ascenseur émotif, content et mécontent et déçu à la fois à l'intervalle de quelques secondes. Et il fait aussi, Elon Musk, je pense, il a un projet fou actuellement que j'ai lu ces 2 derniers jours. Je pense qu'il est en train de construire un hôtel sur une autre planète. Il y a une information comme ça, vous pouvez la chercher. Bien sûr, on va vérifier et vous revenir très rapidement, puisqu'il parlait des panafricains qui auraient aimé que leurs compatriotes achètent Chelsea pour que ça soit un club africain, même s'il est naturalisé américain. Des États-Unis, on revient maintenant en France pour parler de votre ami, cher ami Benjamin Mendy, que vous aimez très bien, puisque nous sommes en sport, restons-y. Au total, 7 femmes accusent Benjamin Mendy de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle. Encore au tribunal ce mercredi, l'international français, les faits qui lui sont reprochés remontent à octobre 2018. Il risquerait la prison à perpétuité selon certains juristes. Et c'est encore toujours des faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés. Bien sûr. C'est dommage pour Benjamin Mendy. Un sale temps. Vraiment dommage pour lui, et j'ai l'impression que c'est la saison des footballeurs. Là. Ah oui. Et Neymar récemment, je crois que c'est la VAR en fait qui l'a sauvé, parce qu'il y avait une vidéo dans sa chambre qui avait filmé justement une scène à laquelle il se livrait, et qui a permis de le disculper. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est la saison des footballeurs. Vous savez, c'est des gens qui ont généralement 2 faces. Ils ont leur côté sportif où ils gagnent énormément d'argent, mais ils ont des moments de détente vraiment fous que personne ne voit, où ils se permettent tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas idée de la vie que les sportifs mènent, surtout en vacances. Bien sûr. Ça les rattrape toujours. On repart aux États-Unis. Sauf que quand vous êtes fortuné aussi, vos faits et gestes sont vraiment scrutés. Vous devez faire attention avec qui vous entretenez les relations, surtout sexuelles, parce que les gens sont conscients qu'à la moindre plainte, ils peuvent gagner beaucoup d'argent juste en se plaignant de tel ou d'un tel qui est un milliardaire en euros. C'est ça. Alors, on repart aux États-Unis pour parler de ce boxeur qui serait malade. L'état de santé du boxeur américain Mike Tyson, voilà, un anglais qui me donne la prononciation exacte, Tyson. Ah, c'est comme on peut dire, comme les coups de la vie. Parce que si vous voyez l'énergie que dégageait Mike Tyson, ses combats de boxe, comment il mettait les adversaires au tapis, la force, la puissance, ses uppercuts, c'est à la limite incroyable. Seule la vie peut vous montrer ces 2 facettes. C'est presque incroyable de le voir aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Bien sûr, il est dans un fauteuil roulant. Selon les dernières nouvelles, le champion de 56 ans souffrirait de poussée de sciatique. Je ne sais pas ce que ça signifie. Poussée de sciatique. Voilà. C'est un nerf. C'est un nerf. C'est un nerf. D'accord. Qui, quand il a de problèmes, vous avez
très mal à la colonne vertébrale et aussi à la hanche. Bon, je ne suis pas spécialiste, c'est tout ce que je sais. Donc, il s'agit d'une douleur qui se situe en bas du dos, comme vous l'avez expliqué, qui pourrait être liée à sa carrière de sportif professionnel. Pour rappel, le mois dernier, il a déclaré qu'il sentait que sa mort est proche. Ah, c'est dommage. Mais Bruno, est-ce que les activités sportives que les sportifs mènent chaque fois, ça n'a pas après de répercussions sur leur santé? Forcément. C'est des gens qui surexploitent leur corps, leur organisme, qui éprouvent sérieusement leur organisme. Donc, quand ils partent à la retraite, très souvent observé que ce soit Pelé, qui aujourd'hui aussi est pratiquement dans un fauteuil roulant, que ce soit Maradona qui a été plusieurs fois dans le coma et ressuscité, que ce soit Ronaldo Nazario, le Brésilien, qui est aujourd'hui dans une forme pratiquement obèse. Donc, observez les sportifs généralement, quand ils sont à la retraite, ils sont rattrapés par tout ce qu'ils ont fait de leur vie de sportif, c'est-à-dire le travail acharné, le travail physique dur et parfois aussi les produits dopants qui les rattrapent. Surtout ça. C'est quand ils sont en repos, ça. Voilà, ils sont tout frais et très actifs pendant la période d'activité, si je ne me répète pas. Mais à la retraite, ils sont rattrapés. C'est souvent très difficile pour eux après. Alors, la dernière nouvelle qui est triste, vous pouvez le constater à l'écran. L'artiste rwandais, Ivan Buravan, c'est bien ça, hein, vient de succomber des suites d'un cancer de pancréas. Il n'avait que 27 ans. Ivan était un artiste de grand talent, lauréat prix RFI découverte 2018. Ivan rejoint ainsi le club des artistes décédés à l'âge de 27 ans. Je peux vous citer quelques-uns simplement qui sont décédés à cet âge-là. Il y a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain et Jean-Michel Basquiat. Il y a aussi Amy Winehouse et maintenant Ivan Buravan. Je n'ai pas la prononciation exacte des noms, excusez-moi du peu, parce que moi, je suis africain, donc je suis béninois. Si c'était, vous disiez que... Ça ne vous discute pas, les Tassinghambé et les... Ça ne vous discute pas. Et autres, j'aurais eu la prononciation exacte, donc excusez-moi si j'ai écorché. D'accord, excuse acceptée, même si nous ne sommes pas les intéressés. C'est tout, Stanislas Lincon. Merci beaucoup à vous. On va vous retrouver déjà la semaine prochaine pour d'autres numéros de Gossip, où vous allez une fois encore nous plonger dans la vie et l'actualité de certaines célébrités. Alors, on va poursuivre la parenthèse de ce jeudi avec le talk à présent. On parle aujourd'hui, hier on a parlé des familles recomposées. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans le prolongement de ce thème-là, donc deux thèmes qui sont assez similaires. Mais hier, on n'a pas eu assez de temps. Donc, on revient aujourd'hui avec les familles nombreuses. On va essayer de parcourir plusieurs aspects, bien entendu, des familles nombreuses, qui est clairement une réalité de notre société en Afrique et un peu ailleurs également. On va marquer la courte pause et juste après, on va installer les débatteurs et ça va être l'heure du talk. Baba, Nam. Franchement, 107.4, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils,
Je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Elle connaît tout. Va me chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arche, votre protection et votre soutien. Aujourd'hui, Frappe, c'est dedans. C'est dedans. Le Bénin qui s'est qualifié au tir au but. Il a amené la paix dans la famille du football. Il a eu moi mon soutien parce que ce n'est pas un tricheur. Dans un décor de carte postale, les jeunes pousses seront biberonnés à la pratique du football. Mon rêve, c'est de devenir footballeuse professionnelle. J'y crois vraiment grâce à la Fédération béninoise de football. Allez vous positionner là-bas pour presser. On y va. Farida, tu n'as pas de place. Positionne-toi là-bas. C'est une belle dynamique qui est lancée. On note la brillante qualification de nos juniors à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On revient encore avec ces juniors pour aller à la CAN. C'est une très bonne chose. J'ai pris le temps de comprendre, de connaître. l'ORTB, pas sans vous. Allez, c'est l'heure du talk. Dans la parenthèse, je l'annonçais tantôt, aujourd'hui on parle des familles nombreuses dans notre société, des familles également au sein desquelles diriger et retrouver la paix, la concorde et surtout l'harmonie s'avère parfois très très compliqué, un peu à l'image des familles recomposées dont on a parlé hier. Donc on reste presque dans la même dynamique, à quelques différences près, toujours avec notre même invité qu'hier, monsieur Justin Nata. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Et juste à côté de vous également, Samson Aholopé qui est resté depuis 7 heures, fidèle aujourd'hui. Il a fait pleinement l'émission avec nous. Bonjour Samson, rebonjour. Bonjour. Voilà, Stanislas Lincoln qui a déjà ôté sa casquette de Gossip Man, ou Gossip Boy, j'allais dire, qui est resté également pour le talk. Et à côté, Rodrigo Baba Breto, merci d'être resté. Allez, on parle des familles nombreuses au sein de notre société. On va revenir un peu sur comment elles vivent généralement, comment elles devraient vivre. Comme je l'ai dit, parfois, retrouver la concorde est difficile dans ce genre de situation. Mais avant, il paraît difficile quand même de définir dans l'entendement africain ce que c'est qu'une famille nombreuse. Parce que la famille africaine, à la base, elle est nombreuse. Samson. Oui, merci bien. Et d'abord, moi, je tiens à tirer un chapeau à ces parents-là, surtout à ces papas qui gèrent ces familles nombreuses. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, et beaucoup d'enfants en Afrique, c'est une question de moyens. C'est vrai que ce n'est pas systématique dans tous les cas. Puisque là, déjà, on peut noter jusqu'à 3 catégories. Il y a la première catégorie où le papa, c'est comme si c'est une passion pour lui de se faire entourer de beaucoup d'enfants, de beaucoup de femmes et tout. Et il a les moyens pour ça. Il a les moyens, il a les biens et tout pour ça. Ça, c'est une catégorie. Ça, c'est une catégorie. Mais il y a une autre catégorie où c'est compte tenu des circonstances, de la vie, certains événements, et à cause des émotions surtout, où finalement on se retrouve. Et là, il n'est pas nécessairement quelqu'un qui a les moyens et tout, et il subit et tout ça.
Il essaie. Mais la troisième catégorie, c'est celle-là qui, bon, comme excuse, entre griffes irresponsables, c'est-à-dire qui disent je n'ai pas les moyens, donc il faut que j'ai au moins les enfants. Et lorsque tu dois... L'enfant, c'est la première richesse. Oui. Oubliant que c'est une question d'abord, même si on met tout dans l'éducation, c'est une question de moyens. Donc c'est la troisième catégorie. Mais je tiens vivement à dire félicitations à la première catégorie, parce que ce n'est pas facile. Mais le grand problème, c'est comment installer, d'accord, la concorde, l'harmonie. Et c'est à cette question qu'on va répondre justement. Je ne vous arrache pas la parole. On va laisser M. Justin nous définir, lui qui est si impliqué dans le milieu traditionnel, dans le milieu local, nous dit quelle est sa perception de ce qu'on appelle la famille nombreuse. Bien, merci beaucoup à celui qui vient de me précéder dans la présentation. Je crois qu'en prenant l'Afrique et particulièrement le Bénin pour ce que je sache, sans rentrer vraiment dans des considérations économiques ni démographiques, je crois que la famille nombreuse ou beaucoup de gens dans un ménage ou dans une famille était un facteur, comme un peu je le disais hier, de réussite. Hier. Et c'est souhaité que tous les hommes aient vraiment beaucoup d'enfants. Donc, dans une société, quand vous avez beaucoup d'enfants, cela vous attirez du respect. Alors, avec l'évolution et la dynamique socio-démographique, aujourd'hui socio-économique surtout, et comme on le disait hier, les valeurs ont changé. Le changement de ces valeurs nous amène à faire face à certaines réalités. Parce qu'hier, quand vous avez beaucoup d'enfants, cela signifie que vous aurez à embraver beaucoup d'espace. La pluviométrie était plus ou moins encore régulière, plus ou moins assez bonne. Donc vous avez beaucoup de vivres nécessairement. Et puis, cela permet de nourrir toute la famille. Et puis, personne ne vendait vraiment du grain. C'était peut-être pour secourir certaines personnes qui n'en avaient pas. Mais actuellement, il y a un autre phénomène qui est apparu. L'éducation des enfants aujourd'hui prend en compte leur formation. Et celui qui dit formation aujourd'hui parle de l'école. Mais comment est-ce que vous allez assurer une bonne formation, une bonne instruction de vos enfants s'ils sont une dizaine? Cela pose des problèmes, quelle que soit la quantité de moyens dont vous disposez. Alors, je voudrais dire quand même que une famille nombreuse, c'est déjà une bonne chose. Avoir beaucoup d'enfants, c'est une bonne chose. Parce que si vous prenez les pays qui émergent aujourd'hui, ce sont des pays qui ont de fortes populations. Le Nigeria à côté de nous, la Chine plus loin de nous et l'Inde, ces pays-là ont commencé par émerger à partir de leur potentiel humain. Et ce potentiel humain ne peut être issu que de familles ou d'hommes ou de femmes qui ont produit énormément d'enfants. Parce que cela vous permet d'avoir des acteurs économiques qui vous permettent de consommer, qui permettent donc de produire. Donc c'est un facteur économique tellement important dans notre société aujourd'hui qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il faudrait s'adapter à cette réalité économique et ne pas tomber dans les travers des pays qui avaient décidé de limiter les naissances au point où aujourd'hui, ces pays-là ont des problèmes de main-d'œuvre. Et donc, qui reviennent à lever parfois. Exactement. Ouais. Donc, c'est un serpent qui se mord par la queue et il faudrait vraiment réfléchir pour savoir quel est le juste milieu. Peut-être, sans aller plus loin, moi, je voudrais dire ceci. Ce qui me paraît important, ce n'est pas le nombre d'enfants que vous avez. Dans le cadre de l'harmonie de la famille, mais ce qui me paraît vraiment déterminé, et mon prédécesseur l'a dit, c'est la responsabilité parentale. Et on va y revenir justement. Alors, Rodrigola Baba-Gueto, en dehors du fait que des gens en arrivent à avoir beaucoup d'enfants, on met beaucoup en griffe parce que c'est vraiment relatif d'un milieu à un autre, d'une culture à une autre. Il y a des cultures où quand vous avez 5 enfants, on ne considère même pas que vous en avez en fait. Il faut aller à 10 avant qu'on ne commence pas à considérer que vous en avez fait. Donc, c'est vraiment relatif ce thème. Mais il y en a qui, en plus de cela, font venir
d'autres personnes, qui neveux, qui nièces, qui cousins, qui cousines, pour venir s'ajouter déjà à la famille qui avait déjà commencé à se constituer, et à la fin ça fait un ensemble fou dans la maison. Bien sûr, et je crois que il y a des scientifiques qui ont trouvé le terme approprié pour ce genre de famille. On les appelle les familles étendues. Donc les familles étendues qui ne sont pas non plus en nombre réduit ou en nombre restreint. C'est toujours des familles étendues. Alors la question tout de même qu'il faut se poser et qui m'amène à rejoindre tant soit peu notre invité sur le plateau, c'est de savoir, quand bien même on accepte d'avoir une famille étendue, est-ce que la responsabilité, on l'assume jusqu'au bout? J'y mets quoi? Responsabilité, j'accepte d'avoir une famille étendue, il faut tout de même que si c'est un cousin qui vient, que je puisse être en mesure d'assurer le logement, bien entendu, d'assurer la pitance. Il faut quand même que je sois en mesure aussi de l'habiller, de sorte à ce que les besoins fondamentaux de l'homme, je puisse quand même en assurer la responsabilité entièrement. Mais si je ne suis pas en mesure de le faire, et que même avec la petite famille que j'ai, je suppose, hein, peut-être j'ai 3 ou 4 enfants, et que je m'autorise d'amener un cousin paternel, une cousine maternelle, un beau-neveu, une belle-nièce, et que j'en arrive à une famille étendue, c'est un gros point d'interrogation. Et là encore, il y a beaucoup de paramètres qui sous-tendent justement cette famille étendue dans nos réalités africaines. Quel regard est-ce que les gens portent sur la famille étendue de façon concrète? Qu'est-ce que j'y mets dans cette interrogation? Lorsque j'accepte de recevoir un neveu, lorsque j'accepte de recevoir une nièce chez moi, est-ce que je ne dois pas au préalable m'entendre avec ceux chez qui je vais les chercher? Est-ce qu'au préalable, je ne m'assure pas de ce que, du point de vue moral, je n'aurai pas de soucis à me faire? Parce qu'il est bien vrai hein, que je peux accepter un neveu, une nièce, mais s'il doit venir et me donner aussi un réel casse-tête ou un mal de tête, c'est autant m'en priver. Et d'un autre côté, sous nos cieux, lorsque je les amène et que je dois les ramener à leurs parents sous prétexte qu'ils ne me facilitent pas la vie, comment est-ce que les autres prennent ça? Et là, ça laisse lieu, ou ça donne lieu, du moins, à d'autres problèmes encore à gérer et tout. Les familles étendues, je ne dirais pas non pour ceux qui sont en mesure de s'y lancer, mais il faut pouvoir en assurer la responsabilité jusqu'au bout. Et sur tous les plans, là, on aurait contribué à la société. Stanislas, quel est votre point de vue sur la question? Quand vous parlez de famille étendue, c'est en fait l'Africain de façon générale ou le Béninois de façon particulière, ou en particulier, est habitué à éduquer ses enfants et les enfants de ses frères, de ses cousins, de ses... je sais pas, c'est déjà une habitude, c'est devenu une culture en fait. Quand... Aujourd'hui, nous nous retrouvons en face d'une situation économique où tout le monde veut limiter le nombre d'enfants qu'on a. On ne veut plus avoir d'autres enfants sur soi. Moi, je ne suis pas pour qu'on rejette systématiquement les enfants des frères ou les enfants des cousins ou des cousines. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez la plupart des cadres que nous avons, certains cadres de la République, ils vous diront que je suis resté avec telle personne, c'est pourquoi je suis devenu telle chose. Alors, si hier c'était possible, quelle que soit la situation économique, quelles que soient les conséquences qui en découleraient, moi je supporte, j'encourage les gens à entretenir ce lien-là. Parce que c'est dans notre culture en fait. La famille, ce n'est pas que vous, mais quand on veut s'occidentaliser et qu'on pense que aujourd'hui, la famille, c'est moi, c'est ma femme, ce sont mes enfants, mais non, on est en train de perdre en fait.
il faut permettre à votre cousin, il faut permettre à vos frères qui sont... Il faut lui donner de la chance. Il faut leur donner de la chance pour qu'ils puissent aussi contribuer à la construction de la nation. Notre invité a dit quelque chose tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous qui avez réussi votre vie, qui participez à la construction de la nation. Il y a aussi des gens qui sont dans les milieux reculés. Maintenant, ils n'ont pas les moyens de parvenir à construire cette nation-là. Comment les aider? Parce que si vous les abandonnez, ils ne parviendraient jamais à contribuer. Ils vont être des consommateurs passifs au lieu d'être des consommateurs actifs. Quand vous consommez, vous ne produisez pas, c'est un problème. Et c'est ça qui amène qu'on assiste à des gens qui n'ont rien appris à faire et qui ne savent qu'aller piquer des choses ailleurs. D'accord. Non, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à cette intervention de Stanislas. Alors Stanislas, je suppose un instant que vous avez une famille de 5 enfants et que vous avez déjà du mal à joindre les deux bouts. Est-ce que vous serez partant pour amener le cousin du village, Je pense que Stanislas est un bon Africain dans la tête. C'est le genre d'Africain qui vous dira que... C'est le genre d'Africain qui vous dira que Dieu fera la providence. Exactement. Il est vrai qu'il ne faut pas s'occidentaliser. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment pour cette façon de faire. Mais il faut quand même, si je dois accepter de recevoir sous mon toit mes cousins, mes neveux, mes nièces, ce qui bien entendu n'est pas mauvais, il faut quand même s'arranger pour assurer la responsabilité jusqu'à la fin. Si j'estime que je ne suis pas en mesure de le faire, pourquoi prendre cette charge au risque de ne pas assurer, comme cela se doit, l'éducation jusqu'au bout? Soyons un peu réalistes, je pense. La question... Très rapidement. Oui, la question... Le problème se situe à quel niveau? Je refuse qu'on dise je suis à l'étranger et qu'on soit incapable d'apporter un plus à ceux qui sont au village. Disons la vérité. Quand vous devenez stadin, quand vous allez en ville, vous y restez, c'est parce que vous avez un emploi, c'est parce que vous travaillez. Et ceux qui vous voient au village, puisque vous revenez, eux autres, ils espèrent quelque chose de vous. Oui, mais il y a des charges aussi auxquelles on doit faire face. Comme ils espèrent de vous, vous devez vous donner les moyens, vous devez vous battre, vous devez vous battre pour être et non pour paraître. Le temps est déjà passé, c'est incroyable. Qu'on va se battre sur le plateau, mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu. C'est ça. Autant hier, c'était normal, même vu comme un travers, que de ne pas secourir un enfant d'autrui. Bien sûr. C'était pas normal. C'était normal également que les enfants biologiques ne s'occupent pas de l'éducation de leur progéniture. C'est des oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères, etc., qui se chargeaient beaucoup plus de cela. Je crois qu'aujourd'hui, et comme Stanislas l'a dit, c'est vrai, si vous prenez la majorité des cadres, là je vais dire la majorité, si nous ne sommes pas allés dans les écoles catholiques de l'époque, tous sont restés chez un parent. Bien sûr. Qui est arrivé en ville. Alors, aujourd'hui, le contexte est différent. Le contexte est différent parce que le meilleur lieu de formation aujourd'hui, comme excuse, ce n'est pas pour dénigrer, les services de base, les services sociaux de base ne sont pas les mêmes partout et selon la bourse que vous avez. Exactement. Je crois que c'est là où le problème se pose. Si tout le monde avait accès aux mêmes écoles, aux mêmes soins de santé, je ne crois que le problème ne se poserait pas. Parce que si je peux avoir des enfants d'un cousin ou d'une tante, etc., avec moi, je mets mes enfants dans une école privée et que je mets ces enfants-là dans une autre école, ça crée déjà un problème. Et voilà que je n'ai pas les moyens réellement de le faire. Et quand vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous faites? Le problème est là. Voilà que, excusez-moi beaucoup, c'est un constat, dans la plupart des villages, l'école n'est pas aussi performante que les écoles privées et les écoles qui sont situées dans les centres urbains. Ça pose un problème. Là, moi, je crois que pour pouvoir permettre de maintenir ce lien-là, il ne faut pas le couper. Il faut trouver une certaine adaptation. Maintenant, ce que je veux dire par rapport surtout aux familles, quand vous avez de ce genre de famille, en réalité, le problème qui se pose, ce n'est pas un problème de la pitance, mais c'est un problème d'éducation. Un peu comme dans certains pays, il y a des enfants
qui sont éduqués pensant qu'ils sont supérieurs aux enfants même des autres pays. Il y a des nations qui le font. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, vos enfants nés en ville pensent qu'ils sont supérieurs aux enfants des autres nés au village. Et ça, ce sont des stéréotypes que nous sommes en train de traîner. Et comme ça, nous sommes en train de mettre un couteau, nous sommes en train de faire une division entre les enfants d'un même pays. Aujourd'hui, quand vous voyez des enfants, j'ai suivi un jour un commentaire d'une personne, d'un enfant, pardon, qui fait le CM2, excusez-moi beaucoup, qui dit, mais les enfants de l'école publique, là, c'est des voleurs. C'est archi faux. Mais c'est un enfant de son âge, CM2, qui arrive à dire cela. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Il y a des enfants vertueux, très talentueux, très intelligents qui sont dans des écoles publiques. Mais c'est parce que peut-être dans l'environnement où... En fait, c'est parce que peut-être l'environnement ne permet pas de faire en sorte que ces enfants-là puissent être dans les meilleures conditions. Alors nous devons copier un certain nombre de pays. Organiser ces services sociaux de base pour que l'accessibilité soit égale. C'est vrai, ce n'est pas le fonctionnement du système économique qui est vraiment pratiqué dans nos pays actuellement. Donc il faudrait faire en sorte que ces services sociaux de base soient efficaces et qui permettent d'équilibrer, surtout l'éducation des enfants. Comme l'a dit Bruno tout à l'heure, ce sont des acteurs économiques, ce sont des citoyens de demain. Le petit enfant qui va à la maternelle aujourd'hui, celui qui est au CM2, celui qui est en 6e, celui qui est en terminale, celui qui est à l'université. Donc il faudrait faire en sorte aujourd'hui que ces enfants-là puissent grandir avec un bagage, avec une éducation citoyenne qui leur permette de s'engager. Je crois que le problème est là. Et comme je continue de le dire, il ne faudrait pas prendre plus que vous n'en pouvez. Encore une fois, la notion de responsabilité apparaît là. Parce que si vous dites, je veux être gentil, je veux pouvoir aider mon village, c'est vrai, celui qui réussit aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas sa famille. C'est tout un village, c'est toute une région, c'est tout un pays. Donc quand vous voyez des fonctionnaires ici, je crois Bruno, il doit prendre minimum la rentrée qui arrive, il prendra minimum le tiers de son salaire pour soutenir des gens. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est s'il est dur. Il n'y a rien à faire. Donc, pas son salaire, même ses revenus. De ce point de vue, parfois certaines personnes qui ont le cœur large sont obligées de brimer leurs propres enfants par rapport à la scolarisation pour envoyer et soutenir les autres. À l'avantage des enfants d'ailleurs. De cette famille-là. Donc, ça, c'est des choses qui sont bonnes. Mais jusqu'à quand nous allons pouvoir tenant compte du niveau, du coût de vie actuel. Je crois que c'est là le problème. Donc, si vous prenez plus que vous n'avez les capacités, alors, non seulement ces enfants-là, ils vont être dans la rue, parce qu'ils vont échouer, les vôtres aussi vont échouer. Alors là, il faut la mesure. C'est ce que je pense. Il faut la mesure, et il faut la mesure dans le temps aussi. On a encore juste 4 minutes, c'est incroyable. On va faire le dernier tour de table, hein, en 1 minute chacun, et puis voilà, ce sera terminé. mais vous allez évoquer dans votre minute la question de l'éducation, il en a parlé. On sait qu'éduquer 2 enfants, 3, ce n'est jamais simple, mais quand vous en avez une multitude, avec vos occupations, est-ce que finalement, il n'y en a pas qui vous échappent dans votre manière de les éduquer? Parce que c'est important, il ne s'agit pas juste de subvenir aux besoins d'un enfant que vous gardez ou bien qui est le vôtre. Il ne s'agit pas de l'envoyer à l'école seulement et de l'habiller, de le nourrir, etc. Mais il faut aussi faire de lui un homme vertueux. Oui, merci bien. Tout d'abord, je tiens à rappeler quelque chose. Ce n'est pas rester en ville ou bien être stadien qui signifie que nécessairement on doit réussir. D'accord? Aussi, il faut remarquer que quand on ne peut pas, il faut dire non. Et quand on dit non, on apprend à dire non. Il y a des astuces pour former les gens à dire non sans frustrer et tout. Parce qu'après tout, pour rendre l'autre heureux, il faut que soi-même, tu aies quand même certaines capacités. Ce n'est pas seulement ce qui est flux financier, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et si l'enfant grandit chez moi, est né chez moi, c'est autre chose. Il a reçu une fois d'éducation ailleurs. Il y a d'autres choses, d'autres paramètres qui sont derrière. Nous sommes chez nous, on est en Afrique, on sait tout ce qui se passe. Et au lieu de penser que, bon, on veut faire... Il y a aussi, on veut toujours montrer que c'est soi, on a les moyens et tout, alors qu'en réalité, vous n'en avez pas. Si on n'a pas, on dit « je n'ai pas ». Ok, maintenant par rapport à l'éducation, vous savez... Oui.
et ce qui est conseillé. Ce qui est vrai. Aujourd'hui, le manque de temps, on n'est pas disponible. Des fois, on se rend même pas compte du jour de composition de son enfant et tout. Du coup, dans cette condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut responsabiliser et maman et même les autres qui sont déjà aînés. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez des enfants aînés dans une famille, même si c'est des cousins que vous avez ramenés du village et tout, il faut les responsabiliser. Il faut, à un moment donné, permettre, d'accord, à ces aînés-là de prendre le relais quand vous n'êtes pas là. Quand vous n'êtes pas là. C'est important. Et je voudrais, c'est vrai, le temps est parti, sinon je voudrais plus miser sur parler de l'harmonie qui doit normalement rayer, parce que le temps ne suffit pas de faire sortir l'argent. Si vous sortez l'argent, vous occupez des enfants des autres et tout, et qu'il n'y a pas l'harmonie, dans la suite, c'est comme si vous n'avez rien fait, tout a été vain. Or, c'est ce qui devrait être normalement être intéressant, c'est qu'on dise lorsque j'étais resté là, on partageait ci, il y avait la bonne ambiance, il y avait ci. Donc c'est surtout ça qu'il faut sauvegarder et tout faire pour ne pas diviser les enfants. D'abord déjà ses propres enfants, c'est pas facile. Si vous ne savez pas comment échanger avec eux, vous risquez déjà de créer de la discrimination entre les enfants. Merci. Rodrigue, en 30 secondes, il a pris toutes les minutes. Oui, je ne vais pas non plus rallonger. Je crois que notre invité, Justin, a largement, sinon je dirais même qu'il a fait taire toutes les voix. Et ce qu'il a dit est à prendre en compte pour pouvoir réellement, je vais dire, assurer une bonne éducation pour tous, parce que c'est ça aussi le but, après tout, réussir à former des hommes vertueux, pour demain, valeureux pour demain. D'accord. Stanislas, pour finir. Si vous voulez tirer profit d'un enfant qui est au village et qui n'y parvient pas, il faut l'aider. Je ne dis pas d'aller chercher 1000 enfants au village, je ne dis pas ça. Si vous parvenez à nourrir 2 têtes, ce n'est pas une 3e tête qui va vous constituer un problème. C'est important, ne refuse pas. Mais c'est très important de leur tendre la main. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, cet enfant qui est au village, si c'est une femme, elle n'aura pas l'âge qu'il faut, elle va faire des enfants, c'est à votre charge, ça sera à votre charge demain. Cet homme qui n'a pas pu être éduqué, comme on l'aura souhaité, va faire aussi des enfants. Ce sont des charges qui sont là. Et quand vous ne parvenez pas à les aider, c'est que, vous savez, nous sommes en Afrique, on dira que vous avez réussi et vous les empêchez de réussir. Alors, ils vous enverraient des missiles. Et merci, c'est entendu. Pour éviter tout, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, c'est très important. Merci, c'est entendu, Stanislas. Si vous prenez un enfant, il faut le responsabiliser. Je te prends pour que tu puisses venir en ville, mais sache qu'après toi, tu vas éduquer au moins encadrer au moins 2 enfants. Allez, d'accord, c'est entendu, Stanislas. Pour finir, on ne pourra plus faire le quiz parce que vous n'avez pas du tout permis. Je voudrais vraiment dire 2 choses. Oui. La première chose, sincèrement, il faudrait que les parents cessent de se faire remplacer par l'argent. L'argent n'éduque personne, l'argent ne forme personne. Deuxième chose, le temps. Le temps, quelle que soit l'activité, il faut le consacrer nécessairement aux enfants. Puis enfin, je pense, moi j'ai vu des gens qui ont un seul enfant, malheureusement, ces gens-là ont échoué parce que cet enfant-là n'est rien. J'ai vu des gens qui ont une vingtaine d'enfants et ces enfants-là sont tous bien casés quelque part. Bien casés et très bien casés. Aucun enfant n'a besoin de l'autre pour vivre aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, je vais finir cette émission en disant la responsabilité est la chose la plus importante. Et je crois que l'irresponsabilité, c'est ce qui est interdit quand vous devez faire des enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Justin Nata. Belle conclusion. Merci également à vous, Samson Holker, qui, je sens, n'a pas fini de dégrainer tout ce qu'il avait à dire. Merci également le plus traditionnaliste Stanislas Limpon. Il sera chef de village à cette allure. Je pense que si les gens vous ont entendu. De quel village déjà? Bon. Cette histoire.
Merci également à vous, Rodrigo Baba Gueto. Ce sera tout pour la parenthèse de ce 18 août 2022. On referme la parenthèse pour ce jour et on se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine à partir de 7h très exactement. Portez-vous bien et à demain.